en fait, je me suis rendu compte, tu vois, là, en habitant à Paris, en allant de temps en temps, un week-end par-ci, un week-end par-là, en fait, en l'espace de 2 jours, tu as déjà le temps d'apprécier et de partir à l'aventure. Et je pense qu'en plus, pour faire une micro-aventure et être dépaysé et découvrir quelque chose, il n'y a pas besoin de faire 10 jours ou une semaine entière de voyage à vélo. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, bienvenue Angèle sur le podcast. Merci à toi, Loïc. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Eh bien écoute, moi aussi, franchement, merci beaucoup pour ta dispo. Fraîchement arrivé d'une sortie, d'une sortie, on ne peut pas appeler ça une sortie, mais d'une traversée de la France à vélo, en fait, tout simplement. Ouais, presque. Donc c'est vraiment cool. Et puis, hâte que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais aujourd'hui en matière d'ultra biking, puisque c'est de ça dont on va parler. Comment tu es tombé dedans et ce que tu y trouves. Et pour la petite histoire, c'est assez drôle parce que la façon dont j'ai découvert en fait ton parcours, je crois que je t'en avais parlé en off, c'est que je suis en train de préparer un ultra en août, là, la PTL, qui est sur plusieurs jours et donc il nous faut des frontales et je cherchais des avis d'une marque, sur une marque française de frontales et je suis tombé sur un article que tu as écrit de compte rendu de ton expérience avec ce produit sur un trip, je crois que c'était Montpellier-Écosse, hein, c'est ça, à vélo? Ouais, exactement. Voilà. Et dans l'article, je découvre que tu es encore étudiante à Sciences Po, que c'était la première fois que tu faisais un trip de cette envergure et je me suis dit, oula, déjà, trop cool pour le retour sur les lampes frontales, mais surtout trop cool de découvrir un profil comme ça. Donc, je vais la contacter immédiatement. Et nous voilà. Donc, Et nous franchement, voilà sur merci le encore à toi. podcast Les Frappés. Trop C'est clair. cool. Écoute, je te propose de commencer peut-être par te présenter, de nous expliquer qui est Angel et ce que tu fais. Ouais, carrément. Donc moi, c'est Angèle Paty. J'ai 20 ans, bientôt 21. Je suis étudiante en master à Sciences Po, euh, plus sur la partie développement durable et le management business. Et à côté de ça, je fais beaucoup de vélo et ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé le vélo. Donc c'est à la fois récent et à la fois j'ai l'impression d'avoir déjà parcouru pas mal de kilomètres et découvert de chouettes coins, surtout en France. Et j'adore ça. Et comme tu dis, alors je rentre tout doucement dans l'ultra. Je fais plus du bikepacking et des petites aventures, que ce soit sur des week-ends, quelques jours, jusqu'à le voyage pardon de l'année dernière qui avait duré 2 mois. Et et pour moi je prends le vélo comme à la fois une passion, un moyen de voyager, un moyen de se dépasser. Enfin, on aura l'occasion, je pense, d'aborder tout ça dans les prochaines questions. Yes. Et voilà. Et j'ai toujours plus ou moins été sportive. Avant de commencer le vélo, j'ai fait des années de GRS, de gymnastique rythmique. J'avais fait d'équitation, un peu d'athlétisme, un peu de volley. Enfin, j'ai touché à plein de choses. Et je pense que j'ai vraiment trouvé mon sport dans le cyclisme. Excellent. Excellent. Alors, tu sais, le podcast les Frappés, c'est un des objectifs, c'est vraiment de faire découvrir aux auditeurs, aux auditrices des gens qui, à un moment donné, sautent le pas, qui se dépassent, qui sortent de leur zone de confort. Et toi, c'est vraiment ce qui m'a marqué avec cette première aventure de 2 mois, puisqu'encore une fois, tu n'avais jamais vraiment fait de vélo dans le sens voyage à vélo avant. Et puis le confinement a fait que tu t'es lancé. Donc je serais curieux de savoir peut-être
si tu pouvais peut-être nous expliquer un peu comment tout ça s'est mis en place et à quel moment est-ce que tu t'es dit, ok, là, je veux me sortir tu vois, du marasme ambiant et je me lance sur une épreuve de ce format-là, quoi. Ouais. Hem, je pense qu'il y a un truc, c'est que moi, j'ai commencé le vélo en allant rouler toute seule. Enfin, mon père faisait un tout petit peu de vélo, j'ai fait une première sortie toute seule, avec lui et ensuite directement, je me suis mis à faire, des distances de plus en plus longues toute seule jusqu'à faire, je sais pas, un premier 100 kilomètres, donc j'avais déjà ce truc de faire du vélo seule, d'aimer ça, d'aimer être avec mon vélo, parcourir, de nouvelles routes. Et donc après, donc je suis partie en échange en Écosse. Ça devait être toute l'année. Finalement, ça a été raccourci à 6 mois. Et j'ai rien pu visiter là-bas. C'était le temps du Covid. Ensuite, il y a eu le variant anglais, le Brexit. Et là, je me suis vue passer les 6 prochains mois à Montpellier, chez mes parents. Je me suis dit non, ça va pas être possible. J'aime trop voyager, bouger. Et l'Écosse, en fait, j'avais un peu ce regret de ne pas avoir pu voyager. Et en fait, c'est vraiment apparu d'un coup un soir, je crois, avant de me coucher, où je me suis dit, retourne-y à vélo. Et c'est là que je me suis dit, bah, bon, c'est parti, je vais monter tout ce projet. En fait, ça s'est fait petit à petit, bien sûr. J'ai commencé par regarder l'itinéraire que je pouvais faire de Montpellier jusqu'en Écosse, en me disant, bah, je vais éviter l'Angleterre, j'ai passé par l'Irlande. Puis après, en regardant le matériel qu'il me fallait. Bah, pourquoi pas partir en gravel avec des sacoches un peu plus typées backpacking que le cyclotourisme. Et du coup, de fil en aiguille, bah voilà, je me suis dit, tiens, j'ai ce budget à réunir. Bah, je vais essayer de trouver des partenaires, trouver une bourse de voyage qui s'appelle la bourse Elijah. Enfin, et donc, en fait, de fil en aiguille, j'ai construit mon projet, j'ai fait une petite com autour. J'ai du coup collaboré avec le blog qui s'appelle Expérience Outdoor sur lequel donc tu es tombé sur un article sur la lampe. Et ce blog, ça m'a permis en fait d'avoir mes premiers partenaires où en fait j'avais du matériel à tester pendant ce voyage. Donc je recevais du matériel gratuitement et en échange, je faisais mes retours, euh, les retours de mon expérience et ça a bien marché. J'ai pu avoir plein de matériel pour commencer ce premier voyage. Et après, bah voilà, j'ai sauté le pas. J'ai fait mon premier bivouac toute seule. Enfin, tout ça, quoi. Et c'était une super expérience. Et je pense que je me suis pas trop posé de questions avant de partir. Et Ok. je pense que c'est ce qui m'a permis de partir. Ouais. Je pense que je me serais posé trop de questions, je serais jamais partie. Partie, pardon. Je serais jamais partie. Et ouais, en fait, de se dire, bah, on saute le pas et on voit ce qui se passe. Et ça permet aussi d'apprendre à se débrouiller, à trouver des solutions. Puis il y a toujours un peu des gens sur le chemin pour nous aider, je pense. Donc, Et avec du recul, c'est super intéressant ce que tu dis. Tu vois, avec du recul, si tu avais su la façon dont ça allait se passer, ce que tu allais vivre et globalement les bons moments et les moins bons moments par lesquels tu allais passer, qu'est-ce qui fait, tu penses, c'est quoi qui t'aurait empêché de partir justement? ouais, c'est une bonne question. Pour moi, en fait, c'est assez paradoxal, mais pour moi, le moment le plus dur, c'est le retour. C'est en fait la période quand on revient de ce voyage, pas pendant. Alors pendant, ouais, c'est un petit peu les montagnes russes. Il y a des moments très forts où c'est un peu l'euphorie, le bonheur hyper intense. On voit des super personnes, on voit des très beaux paysages, on en prend plein la vue. Et après, il y a des moments plus durs où ouais, on se retrouve un petit peu face à nous-mêmes, face aux petits problèmes mécaniques, face voilà, aux aléas de la météo aussi. Mais en fait, vraiment, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le retour. En fait, c'est après 2 mois où on est en vadrouille, où chaque nuit on dort dans un endroit différent, on rencontre de nouvelles personnes. C'est super enrichissant. Et d'un seul coup, en fait, on est confronté un petit peu au retour à la réalité, à la vie en Ouais. société classique qu'on peut avoir. Donc moi, c'est retour donc sur les bancs de l'école après des années, après 2 ans en Zoom. C'est le retour voilà, au quotidien, à prendre le métro, à avoir les contraintes, des deadlines, tout ça. Et ça, c'était le plus dur. Et je pense que si j'avais su que ça allait se passer comme ça, je l'aurais peut-être abordé le voyage différemment. En fait, j'en sais rien. D'un côté, je savais pas à quoi m'attendre. En fait, je me rappelle qu'avant de partir, bon, en plus, j'étais tombée un petit peu malade avant. Et c'était presque mes parents qui m'avaient poussée en mode Angèle, allez,
tu dois y aller là, sinon tu retardes le départ là. Allez, c'est bon, t'as tout de prêt, à toi de sauter le pas. Et en fait, après, une fois que j'étais partie, c'était trop bien. Je pense que, sachant tout ce que j'ai vécu, oui, j'aurais foncé quand même. Enfin, je me serais pas dit, Mmh. oh non, non, ça vaut tellement le coup d'y aller, il faut y aller. Génial. Trop bien. Trop bien, trop bien. Écoute, je crois que les premières questions que j'ai en tête, elles sont hyper biaisées parce que, je te cache pas que ça fait un moment, tu vois, que je réfléchis à, comment faire, comment moi aussi sauter le pas et faire un premier trip, en bikepacking. On y réfléchit, tu vois, avec ma femme là, peut-être dans 1 an ou 2, faire comment est-ce que ça s'appelle? La Via Rona, c'est ça? Ouais, c'est ça, La oui, Via oui, oui. Rona de Genève à Montpellier justement, il me Exactement, semble? ouais, ouais. Yes. Mais bon, c'est un truc hyper, enfin, tu pas beaucoup de travail de préparation à faire côté itinéraire, par exemple, puisque, C'est bah, clair, voilà, ouais. la voie est créée pour ça. Mais donc je serais curieux de savoir, toi, comment est-ce que tu as sélectionné, tu vois, les routes, les itinéraires avec le relatif peu d'expérience que tu avais? Qu'est-ce qui fait que tu vois, comment est-ce que tu l'as approché cette partie vraiment Ouais. planification de la route? Alors moi, je l'ai divisé en 3 étapes. Il y avait la partie traversée de la France, OK. heu, là, qui était contrainte par plusieurs choses. De un, bah, prendre un ferry pour l'Irlande, donc où sont les ports? Donc déjà, le point A, point B. Bon, Ah point oui. A, c'était départ Montpellier, à la maison de mes parents. Point B, bah, alors j'avais 2 options, c'était, Cherbourg ou Roscoff, donc Normandie ou Bretagne, et qui changeaient totalement la direction que j'allais prendre. Et à la base, j'avais pris Cherbourg. Ça m'arrangeait, j'avais de la famille en Normandie, enfin, ça allait être peut-être plus simple pour arriver à Dublin. Sauf qu'en fait, finalement, avec le Covid, il fallait que je fasse des jours de quarantaine en Irlande, que j'avais pas d'endroit pour le faire à Dublin, mais j'en avais un à Cork. Et Cork, le ferry, on le prenait de Roscoff. Donc déjà, ça a déterminé qu'il fallait que je fasse un Paris-Roscoff. Et après, sur la route, moi, je voulais pas trop prendre de dénivelé, parce que ça faisait qu'1 an que je faisais du vélo et que le vélo allait être chargé, que c'est les premières semaines, et que je m'étais dit, t'as rien à prouver à personne, faut que tu profites, et autant commencer petit à petit pour habituer en fait le corps et les jambes au poids du vélo et au rythme du voyage. Et finalement, ça collait bien parce qu'en fait, j'ai emprunté un bout de la Vélodyssée OK. qui quand même passe par là. Et en fait, du coup, ma maman m'avait dit, ah, je vais t'acheter la carte des voies vertes en France. J'avais étalé la grande carte en papier, comme je pense qu'on a plus trop l'habitude de faire de nos jours, où on est plus sur l'ordi à taper toutes les sites d'itinéraires possibles. Donc j'ai pris la grande carte, je l'ai étalée dans mon salon et j'ai regardé vraiment où je pouvais passer. Et en fait, ça a très bien marché parce que du coup, j'ai découvert comme ça des voies vertes et des voies aménagées qui étaient superbes. Souvent, c'est des anciennes voies ferrées qui sont transformées en voies Ouais. vertes et qui sont très facilement accessibles, sans difficulté particulière. Et du coup, j'ai construit en fait mon itinéraire comme ça. J'ai aussi utilisé quand même l'application. Alors moi, j'utilise Komoot, que je trouve Ouais. assez sympa. Des fois, Strava aussi. Enfin, ça dépend. Et après, en Irlande, j'avais un peu rien prévu parce que j'avais ces jours de quarantaine et je savais pas trop les mesures, comment elles allaient évoluer, parce que ça a tout évolué un peu en même temps. Et je m'étais dit que vu que j'allais être hébergée par une famille irlandaise et notamment le père qui avait fait des gros voyages à vélo, il aurait plein de choses à me conseiller et à me dire. Donc j'avais rien prévu en Irlande. Ça m'a un peu joué des tours, mais d'un côté, ça m'a laissé aussi pas mal de liberté. Donc je suis restée dans le sud-ouest de l'Irlande. Après, en fait, j'ai traversé en train parce que j'avais pas assez de temps pour sinon découvrir l'Écosse, qui était vraiment mon objectif principal. Et après, en Écosse, là, c'était assez simple. J'avais en fait reçu une bourse de voyage pour faire une étude photographique sur la vie dans les îles en Écosse. Et du coup, j'avais vraiment les îles où je voulais aller. Et du coup, là, bah, c'était pas très compliqué. Voilà, il y avait les ferries qui partaient d'un endroit à un autre. Je traversais les îles. Sur place, je me suis dit, bon, là, je reste 3 jours. Là, je prends le temps. Enfin, c'était un peu au feeling, quoi. Vu que j'avais la tente, en fait, et tout le matériel de bivouac, et que là-bas, c'est très libre, j'étais complètement libre de faire ce que je voulais. Et en fait, en Écosse, j'ai traversé 10 îles qui sont les îles Hébrides extérieures, qui étaient vraiment un peu l'objectif de ce voyage. Et c'est une voie qui s'appelle le Hebridean Way.
qui se fait soit en marche, soit en vélo, et qui est en fait tout balisé tout le long, sur 300 D'accord. km, donc ça a bien aidé. Et l'Écosse, c'est très bien balisé pour les vélos. Top. Voilà. Excellent. Et alors, sur la partie française, peut-être plus spécifiquement, tu dirais que tu as le pourcentage du trajet que tu as passé sur des routes partagées, donc ouvertes à la circulation, c'était quoi? Oh là là. Euh, Est-ce que ça serait 50-50? Ah ouais, quand même. Ok, Non, ouais, non, donc il y a quand non. même. Non, peut-être pas. Non, parce qu'en fait, la Vélodyssée, c'est les voies vertes partagées. Donc, c'était pas fermé à la circulation. Enfin, pas tout le long. J'ai pris une voie verte dans le Languedoc qui s'appelle la Passe à Païs, qui est très belle. Ensuite, j'ai fait quand même 2 jours et demi sur le canal du Midi. Alors, c'est très beau, c'est très chouette, mais c'est très plat, c'est très lancinant, et on s'ennuie vite, surtout quand on voyage seul. Mais du coup, ça permet quand même d'avancer, de tracer à l'ombre et de vraiment tracer, de pas voir les voitures. En fait, toute la partie vraiment route, elle s'est faite au niveau de Bordeaux, Dordogne, jusqu'à quand même jusqu'à l'entrée de la Bretagne. Tout ça, c'était vraiment que de la route et notamment de la voie partagée sur la Vélodyssée. D'accord. Ok. Ok, ok. Ouais, donc t'as quand même, il y a quand même vraiment moyen de se faire des parties de grosses sections sur des routes protégées, quoi. En tout cas, pas Ouais. ouvertes à la circulation. Ouais. Ouais, bah par exemple, en Bretagne, j'ai traversé, il y a une voie verte qui traverse les monts d'Arrée et c'était 2 jours entiers dans la voie verte, plus ou moins. Après, je Ok. faisais des petites journées aussi, quoi, je ne me mettais pas la pression. Mais ouais, ça faisait, je sais plus le nom du départ, jusqu'à Morlaix. En fait, moi, sur la baie de Morlaix, c'est une ancienne voie ferrée, donc en plus, c'est vraiment dans les monts, donc c'est superbe, superbe coin. Top. Ouais, je te posais la question parce que c'est une des choses que j'ai en tête et j'ai remarqué pour les gens qui font pas forcément beaucoup de vélo, c'est peut-être un des premiers points qui est soulevé, c'est la sécurité. Et je t'avoue que bon, moi j'ai eu un accident en 2018, j'ai une voiture qui m'est passée dessus en gros pendant que je Ok. préparais sur un entraînement pour un Ironman. Et c'est vrai que depuis, en étant revenu dans le sud en plus, où les gens sur la route, c'est pas forcément le Je meilleur coin où confirme. rouler, tu vois. Voilà. Ouais. Et j'ai pas voulu te l'écrire. J'ai failli te l'écrire quand tu faisais ton trip, que tu es descendu à Montpellier. Mais j'ai un ancien invité du podcast qui s'appelle Eric. Eric Le Blaché, qui a fait d'ailleurs, qu'il a gagné ou pas la RAF, qui a gagné la RAF, je crois, Oh, qui est un ancien cycliste pro ok. et qui s'est Wow. fait percuter par par un camion, lui, 2 jours après qu'une autre auditrice du podcast soit fait percuter par une moto. Et Oh, purée. dans les deux cas, en fait, les gens se sont barrés, tu vois. Et du coup, au même moment, tu faisais ton trip et j'ai failli t'écrire en disant hey, fais gaffe, je sais pas si c'est moi qui prête plus attention, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, voilà, il y a des accidents. Et donc, bah, je te pose la question comment est-ce que toi, est-ce que c'est un paramètre que tu prends en compte Est-ce que ça te gêne Est-ce que pour le moment, tu as de la chance comment tu gères ça? Moi, j'ai envie de te dire, il y a un peu un changement là récemment, jusqu'à ce que je fasse mon voyage à vélo, donc il y a un an. Moi, je commençais le vélo, je découvrais plein de choses. Oui, en fait, je considérais que les vélos, enfin que les voitures et le danger en faisaient partie. Et que pour Ok. l'instant, bah, ça m'atteignait pas trop. Enfin, en fait, ouais, des fois, ça m'est arrivé de m'énerver contre des voitures, mais sans plus. Pendant mon voyage, j'ai vraiment vu la différence entre les pays. Je me suis retrouvée en Irlande et en Écosse où, certes, les routes sont parfois dangereuses parce que souvent, il n'y a pas la place de passer à deux. Mais il y a un respect des cyclistes qui est juste totalement opposé à celui de la France, enfin celui des conducteurs français, où les voitures sont beaucoup plus patientes et font attention aux cyclistes. Et c'est vrai qu'au retour du voyage, en plus en vivant à Paris, là j'ai vraiment vu la différence. Et je pense qu'inconsciemment, à ce moment-là aussi, je me suis mis au gravel. Et, et en fait, là, par exemple, après avoir fait le Paris-Montpellier là, il y a quelques jours, je me suis dit, en fait, si la prochaine fois je fais un voyage, tant pis, je ferai moins de bornes, mais je vais le faire en gravel parce que les voitures, j'en ai ras-le-bol, quoi. Et vraiment Ok. je me suis rendu compte que quand même, je trouve qu'il y a de plus en plus une forme de haine injustifiée contre les cyclistes.
Et du coup, c'est vrai que là, par exemple, j'ai commencé à mettre même la lumière rouge de jour, tu vois, sur les routes un peu fréquentées que je faisais pas Ok. forcément avant. J'avais même le baudrier, enfin le petit gilet fin là, fluo. Pareil, je le mettais sur des routes enfin, un peu empruntées, en me disant peut-être que ça arrange quelque chose. Bon, j'ai pas l'impression que ça fait la diff, mais on sait jamais. Peut-être une personne, ça changera et ça fera la différence un jour. Mais ouais, là, j'ai eu des grosses frayeurs quand même quand j'ai traversé la France. Et c'est dommage parce Ah qu'au oui. final, ouais, j'ai eu, en Auvergne, j'ai eu une grosse frayeur. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a dégoûté de l'Auvergne. C'est un peu horrible parce que j'ai adoré les paysages et les routes sont magnifiques. Mais les conducteurs, waouh, en fait, j'étais contente de passer cette étape et après de me retrouver en Lozère, dans l'Aubrac, un peu plus paumée. Mais bon, après, j'ai l'impression qu'en France, c'est plus ou moins partout pareil. Enfin, il n'y a pas forcément de différence entre les régions. C'est peut-être. Et donc Ouais, là, c'était quoi? Des voitures qui te frôlaient ou ce genre de choses, c'est ouais, ça? c'est souvent les dépassements hyper dangereux. Ouais. Souvent, c'est sur une départementale qui est un peu empruntée, mais que des fois, il suffit de faire enfin, j'ai besoin de faire 2 ou 3 kilomètres dessus. Et en fait, les voitures, là, par exemple, j'étais arrivée à une intersection, donc il y avait un terre-plein. Et je traversais, je sais pas, j'étais autour de 30, 35. Et je sens la voiture arriver. Je suis un petit peu au milieu parce que de toute façon, il a pas la place de me dépasser sans me frôler. Et en fait, il ralentit pas, je le sens arriver super vite. Il klaxonne comme un malade. Du style, bah en fait si tu te décales pas je t'écrase. Donc je me suis décalée, il m'a frôlé, il s'arrêtait plus loin et il est sorti de la voiture, on a eu une intercation, une Altercation, ouais. une intercation, pardon. Et là, c'est un peu chauffé, mais moi je lui ai expliqué que c'était pas normal ce qui se faisait, mais en fait le problème c'est qu'ils comprennent rien et c'est toujours les cyclistes qui ont tort. Donc et là j'avais les lumières, j'avais le gilet, j'avais tout quoi. Donc Waouh. ça a fait un peu froid dans le dos et en même temps, bah, quand c'est la passion et qu'on a envie de rouler, de découvrir plein de paysages, c'est super frustrant de se dire, bah, pour ça, je vais arrêter. Donc en fait, je trouve que c'est vrai que, et je pense que c'est pour ça que ça se développe aussi pas mal en parallèle, le gravel. Parce que bah, du coup, on prend plein de chemins et en fait, c'est vrai que c'est génial. On évite toutes les voitures et les comportements dangereux qui vont avec, quoi. Hmm. Ouais. Intéressant. Bon, ça C'est pas la confirme, partie tu vois, ça. la plus fun Non, non, du non, mais podcast, bon. mais en vrai, ça en fait partie aussi. Et c'est vrai que c'est un truc que je partage beaucoup moins sur les réseaux, mais parce que souvent, enfin, j'ai pas de caméra sur moi pour montrer les comportements dangereux, mais c'est vrai que c'est un gros point noir ouais, de voyage à vélo, quoi. Ouais. Bah écoute, moi je pense qu'il faut quand même en parler parce que quand j'avais commencé moi à faire du vélo, tu vois, c'est pas forcément quelque chose. Enfin, c'est pas un truc. Je pense qu'il faut pas non plus en faire quelque chose de plus gros que ce que ça ne l'est. Mais c'est vrai que dans ma pratique du vélo, on m'avait jamais vraiment dit, tu sais, fais gaffe. Enfin, sur la route, je me doutais qu'il fallait faire attention, mais enfin, moi-même en tant que conducteur et étant pas particulièrement, je sais pas, violent ou, enfin, j'ai rien contre les cyclistes, tu vois. Ouais, Donc, mais par contre, une fois que tu es à vélo et que tu te retrouves, tu vois, face à des comportements où les gens, tu as l'impression que parce que tu leur fais perdre 10 secondes, parce qu'ils peuvent pas te doubler, c'est la fin de leur monde et donc ils sont prêts à t'envoyer dans le bas-côté, ouais. tu te dis, ah ouais, non, mais c'est quand même chaud, quoi. Où sont les priorités? Ouais, ouais, non, non, Mais c'est sûr, c'est ouais. super compliqué. En fait, surtout, après, moi, j'ai vu en étant en Écosse, en Irlande, qu'il y avait, et même en fait en Espagne aussi, j'étais partie en janvier en Espagne. Il y a une autre manière d'être au volant et face aux cyclistes. Et là, ça fait un petit peu bizarre de dire, mais en fait, il y a peut-être un truc en France où il y a Ouais. un truc qui passe pas, quoi. Et il y a Ouais. une haine qui se déverse en ce moment, et je pense que beaucoup de cyclistes le ressentent, ou de triathlètes, enfin, peu importe. Et ouais, c'est un truc qui me... Là, j'ai la Race Across France, je fais le 300 km qui arrive dans très bientôt. Peut-être qu'il sera passé Départ du quand Mont le... Ventoux, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et honnêtement, là, la sécurité, je suis en train de me dire, c'est presque un des trucs qui me fait le plus peur, plus que manquer d'eau ou pas trouver assez de nourriture, tu vois. De me Ouais. dire, en plus, rouler la nuit. Alors, la nuit, j'ai fait un test et finalement, les conducteurs font beaucoup plus attention la nuit que le jour. J'ai trouvé, en tout cas, moi, de mon expérience du passé. Mais ouais, c'est vrai que le danger, moi, maintenant, presque, il y a je vois arriver une voiture en face, je regarde si derrière, il n'y en a pas une qui arrive pour vérifier qu'elle va pas me doubler n'importe comment, quoi.
Et le Mmh. suivant, j'adapte ma position sur la route, tout ça. Mais du coup, en fait, ça a aussi un épuisement mental où tu t'es jamais tranquille, quoi. Et ouais, et ouais. Ouais, Mais bon, bon, c'est comme triste ça. réalité, triste Ouais. réalité en France, ouais. Mais sinon, pour en revenir, aux Chose choses quand plus même, positives, ouais, parce qu'il y en a plein. hem, qu'est-ce qui t'a si tu devais les résumer, toi, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus marqué sur ce premier trip? Avant qu'on développe un peu plus sur ta pratique aujourd'hui, mais vraiment sur ce premier trip, parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça qui fait que tu as accroché, en fait. Tu vois? C'est que tu as fait cette première expérience et puis maintenant, il y en a enfin, après ça, il y en a eu d'autres. Donc quelque Ouais. part, j'ai l'impression que tu y as trouvé quelque chose, d'extrêmement positif. Ouais, je pense sur cette première expérience de voyage, c'est vraiment les rencontres où en fait je me suis rendu compte que déjà de voyager seule en fait, enfin j'avais vraiment envie de voyager seule. Beaucoup de gens me posaient des questions, mais tu personne avec qui partir, pourquoi tu demandes pas à des copines de t'accompagner? Et en fait, je dis: «Non, non, c'est vraiment un choix». Enfin, j'avais envie de découvrir le voyage seule. J'avais entendu plein de bonnes choses, et que ça permettait de s'ouvrir vachement plus aux autres et que les autres surtout s'ouvrent aussi beaucoup plus aux voyageurs Ouais, qui sont seuls et ça a été vraiment le cas et ça c'était juste trop bien. Surtout je pense que les meilleurs souvenirs ils sont en Écosse parce que c'était peut-être, l'objectif du voyage, parce que j'avais vraiment envie de découvrir ce pays, parce que aussi ça faisait plus de 40-45 jours que j'étais partie et du coup, je pense que toutes les émotions, elles sont un petit peu décuplées et qu'on a peut-être un peu sous endorphine depuis, depuis, 2 mois. Mais, pour moi, c'est les rencontres parce que souvent elles sont assez inattendues, elles arrivent un peu à tout hasard, que ce soit au coin d'une route, quand je m'arrête, me poser une question, enfin c'est inattendu et souvent c'est super surprise. Ça arrive des fois qu'il y a des gens qui proposent de m'héberger, de me proposer un repas, juste de discuter avec moi. Et c'est souvent des gens qui ont des parcours aussi, enfin en fait qui ont une toute autre vie, surtout en Écosse, dans les îles où c'est quand même très éloigné de la terre ferme et il y a des traditions très ancrées. Et du coup, moi, c'est toujours des discussions assez étonnantes, un mélange d'anglais, de gaélique qu'on comprend à moitié, qu'il faut déchiffrer. Enfin, et voilà, en fait, c'est tout ça qui va avec. Et pour moi, c'est vraiment ce partage en fait plus humain qui est le plus enrichissant. Et au-delà de, bien sûr, les paysages qu'on voit, toutes les émotions qu'on vit. Euh, Bah après, ça fait un tout en fait. Hein. ouais, On peut pas. C'est un puzzle qui s'assemble petit à petit et qui à la fin te montre l'image que tu souhaites, que tu voulais avoir. Mais ouais, je pense que sans les rencontres, c'est pour ça qu'en fait, je suis vachement à fond dans le truc voyage, backpacking, me laisser aller. Et que là, c'est un peu la première expérience d'ultra que je vais avoir. Parce que j'ai un peu peur de manquer. En fait, que l'aspect justement de prendre son temps, de s'arrêter, de discuter, qui permet en fait d'ouvrir aussi de nouvelles voies et de nouvelles rencontres. Et que j'ai peur que ça me manque un peu dans l'ultra. Donc je vais ouais, voir. Après, là, c'est une petite épreuve, donc c'est quand même différent que l'ultra sur plusieurs jours. Je vais voir ce que ça donne et je pense que c'est des expériences totalement différentes. Mais c'est ouais, vrai que ce que tu me disais avant, dans la question où, ce voyage a été un peu le point de départ, oui et non. Enfin, oui pour les voyages, mais si tu veux, avant, j'avais quand même, j'étais partie, je sais pas, faire des 130-150 kilomètres. Je partais à la journée, je prenais mon pique-nique, j'allais, tu vois, tout autour de Montpellier, juste dans les gorges de l'Hérault, je m'arrêtais. Ça m'arrivait souvent, en fait, de faire même des petites rencontres comme ça sur un peu une micro-aventure, à la journée. ouais. Quand j'étais, en échange Erasmus en Écosse, j'avais pris un train et avec mon vélo et j'étais partie 3 jours dans les Highlands. J'avais loué un tout petit hôtel, un petit gîte et j'avais fait chaque jour en étoile, en fait. Heu, Déjà ça, Excellent. c'était presque un peu mon premier voyage seul, mais quand même différent parce que je dormais à l'hôtel Ouais, mais j'avais vachement enfin, j'avais adoré, quoi, c'était trop bien. Donc ouais, il y a eu un peu quand même toutes ces petites étapes qui ont participé au jour J à me dire: «Bon allez, là, je me lance, j'ai trop envie de faire ce mmh. voyage». Mais c'est vrai que ouais, c'est le gros voyage où j'ai découvert, les pouvoirs du voyage seul et en tout cas du voyage à vélo.
Et du Ouais, je coup, suis d'accord avec toi sur le fait que pardon, excuse-moi. non, non, vas-y, non, non, en fait, j'ai fini, vas-y. Sur le fait que quand tu voyages seul, tu as quand même pas du tout la même approche, la même, sensibilité. C'est vrai, tu vois, enfin, je pense que ça a été vrai pour toi en vélo, mais moi je l'ai vécu aussi en trek où chaque fois que je rencontre des gens qui voyagent seuls, tu es beaucoup plus attentif, je trouve, à l'écoute et en observation de ce qui se passe autour de toi. Et les émotions sont, en tout cas de mon expérience, pas du tout, les mêmes. Et tu parlais des rencontres. Moi, je serais curieux de savoir si tu pouvais peut-être nous en partager une ou deux, tu vois, qui t'ont vraiment marqué, des profils un peu complètement, tu vois, pas farfelus parce que c'est péjoratif, mais inattendus que tu as pu rencontrer en Écosse sur ces îles où tu as vagabondé là. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va me donner je peux en faire deux un peu différentes. Il y en a une, par exemple, c'est un autre voyageur à vélo. En fait, je venais de prendre un ferry pour arriver sur la prochaine île en fin de journée. Et il y avait un petit resto. Je me suis dit, allez, je m'arrête manger un burger. Puis j'étais en train de finir mon repas quand il y a un voyageur à vélo qui arrive complètement déboussolé, je comprends en fait qu'il a perdu son portefeuille en route, qui doit retourner faire tout le chemin inverse et surtout qu'il a pris la pluie et que tous ses chargeurs ne marchent plus et qu'il a presque plus de batterie. Du coup, moi je vais le voir, je lui dis bah écoute tiens, si tu veux j'ai les chargeurs, je vais recharge-moi ton portable ou ce que tu as besoin. Et du coup on commence à discuter, puis bon on discute. Je sais pas, ça doit être un papa de 50 ans qui fait son petit voyage, ça traversait des îles. Et puis du coup, il me raconte, en fait, il est professeur à Cambridge. Vraiment, jamais j'aurais pu imaginer que, enfin, il était complètement en fait sorti de son contexte, donc c'était assez rigolo. Et du coup, moi, bon, on discute même des études. Enfin, on a une super discussion. Et en fait, je sais pas comment on arrive à dire, bah, on va camper sur le même champ, comme ça, tu pourras finir de recharger toutes tes batteries. Et demain, essaye de repartir, plus ou moins à l'endroit où tu pensais avoir laissé tomber ton portefeuille. Et du coup, bref, le lendemain, il est reparti de son côté. Moi, je suis repartie du mien. Puis plus de nouvelles parce que je sais plus, on s'était peut-être pas échangé les numéros. Et en fait, c'est rigolo parce que ça, c'est après que j'ai su. Je sais pas, peut-être un mois plus tard, je suis rentrée en France et j'ai une amie que j'avais rencontrée pendant mon Erasmus en Écosse qui me dit, tu devineras jamais, à côté dans le train, j'étais assis à côté de ce monsieur que tu as rencontré. Et d'ailleurs, il a retrouvé son portefeuille là où il pensait l'avoir trouvé. Excellent, Ça, c'était voilà, improbable. assez improbable. Et la deuxième chose qui m'est arrivée dans les îles, en fait, pour mon reportage photo, je voulais vraiment rencontrer un tisserand de Harris Tweed. Donc, c'est un tissu fabriqué là-bas qui est très, très encadré, un peu comme on pourrait penser pour les fromages, une AOP. Bah, vraiment, il y a une appellation contrôlée de ce tweed. Qui est fait que sur certaines îles. Il reste plus que 200 tisserands, donc c'est vraiment un savoir-faire qui est en train de se perdre aussi et qui est très beau. Et c'est vraiment les métiers à tisser anciens, mécaniques. Donc je voulais vraiment découvrir cela. Et je suis arrivée dans un tout petit village, c'était une journée de tempête. Enfin, le matin à la tente, j'avais pas mis les petits au banc ou au fil, donc elle s'était couchée contre moi. Enfin, c'était un petit peu l'hécatombe. J'arrive après l'averse et j'arrive dans ce village en fait où il y a qu'une seule rue, pas de numéro, juste des maisons. Je me dis mais comment je vais trouver la bonne personne? Puis je vois un monsieur qui marche sur la route, qui a l'air du coin. Et je vais le voir et je lui dis ah est-ce que vous connaissez Donald Mackay qui était l'homme en question. Et il me dit oui c'est moi. Ah, il me dit pourquoi enfin, en gros comme voulez-vous. Et du coup bah voilà, je raconte que je viens de France, que je fais mon reportage photo, que j'aimerais beaucoup découvrir son métier. Puis il me dit bah je vais à des funérailles, rendez-vous dans 1 heure dans mon atelier, la maison jaune au bout du village. Ok, déjà ça commence un peu enfin c'est pas le genre de rencontre auquel on est habitué. Et du coup, il me fait visiter son atelier donc 1 heure plus tard et il me fait découvrir tout son monde et c'est génial parce que c'est vraiment sa cabane vue sur la mer turquoise, tous les tissus. Et lui, il a 70 ans plus ou moins et en fait, il est encore passionné et il continue à faire ça pour son plaisir. Et c'est complètement l'orage. Et là, il me demande est-ce que tu as encore un peu de place dans tes sacoches? Je lui dis bah
ça va être compliqué parce que bon, tout est vraiment bien tassé depuis le départ. Et je pouvais pas refuser. Il me dit, bah écoute, tiens, je t'offre 1 mètre de tweed. Et en fait, c'était trop gentil. En fait, c'est un peu je sais pas, mon petit trophée ou ma petite récompense de tout ce voyage. Et ça, j'étais hyper émue à ce moment-là. Et c'était un peu, je pense que lui était aussi touché voilà, il y a une petite fille qui vient depuis le sud de la France et qui est parcouru tous ces kilomètres pour vraiment découvrir son métier et ce savoir-faire. Et en fait, ouais, la tempête, ça avait pas trop stoppé. Et là, il me demande, mais tu vas camper où ce soir? Je dis, bah, je sais pas, je trouverai un champ. Sur la route, il me dit, non, mais tu vas rien trouver, t'as vu le temps qu'il fait. J'ai une caravane dans mon jardin. Vas-y, t'es la bienvenue pour dormir. Donc, trop sympa. Et du coup, après, on a bu le thé ensemble. Il m'a raconté toute sa vie, l'histoire avec sa femme, en fait, toute l'histoire du tweed. Et en fait, comment il avait aussi aidé à relancer l'activité économique dans le coin. Donc, en fait, c'était un super moment d'échange. Et bref, après, j'ai bien dormi dans la caravane, c'était chouette. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que le lendemain, au moment de partir, il y a son frère, il y a un autre ami à eux qui arrive. Et là, ils me disent, oh non, tu peux quand même pas partir, reste avec nous, on fait un thé. Bon, il y en a un qui s'est pris une pinte à 11h du matin. Et là, je me suis retrouvée dans une cuisine des années 60, au beau milieu d'une île, en cul-de-sac, enfin, complètement paumée, donc dans le nord-ouest de l'Écosse, voilà, à discuter avec 3 gars, dont un qui faisait 2 mètres de large, dans cette cuisine, à boire du thé. Et en fait, c'était un mélange d'anglais et de gaélique. Je comprenais un mot sur 3, c'était n'importe quoi. Et en fait, honnêtement, c'est mon meilleur souvenir. Enfin, j'ai trouvé ça tellement exceptionnel et je faisais que rigoler ce matin-là et c'était génial. Et en fait, j'ai gardé contact avec ce tisserand. Et on s'est ajouté sur Facebook. Du coup, j'ai cédé son anniv, il m'a souhaité joyeux Noël. Enfin, en fait, c'est génial parce que du coup, je sais pas, ça a tissé quelque chose et c'est un peu les rencontres complètement inattendues et c'était trop bien. Top. On avait parlé, j'avais eu comme invité Steven Le Yarrick, qui fait Ouais, aussi de l'ultra distance, je crois, qui est l'organisateur du Ravelman. Gravelman. Ouais, exactement. Ouais, peut-être que tu feras, je sais pas d'ailleurs, tu me le diras. Peut-être que Mon tu en feras programme un jour. un. Et en fait, c'était super intéressant ce qu'il partageait sur la partie justement les rencontres en voyage à vélo. Et lui, sa vision des choses, c'est que le vélo, en fait, c'est un super un super vecteur de rencontre, en fait. C'est-à-dire que les gens sont, quand tu voyages à vélo quelque part, les gens que tu y croises sont tout de suite beaucoup. Il y a plus de barrières, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que les gens sont. Tu parais en tant que voyageur à vélo beaucoup. Moins, je sais pas, peut-être hostile ou en tout cas beaucoup plus facile à approcher que quelqu'un qui est en voiture ou à moto ou potentiellement même à pied, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti aussi? Ouais, totalement. Je le ressens, mais même encore quand, par exemple, je sais pas, je m'arrête dans une supérette ou un café. Et alors, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui regardent très intrigués, mais qui n'ont jamais osé dire quelque chose. Et les autres qui tout de suite, on sent qu'ils ont envie de venir. Et alors, soit c'est eux qui m'approchent, qui me disent, ah, bonjour, vous venez d'où? Vous allez où? Là, c'était rigolo parce que quand j'ai fait Paris-Montpellier, c'est marrant quand tu es autour de Paris de dire bah, je vais à Montpellier. Et là, je dis, oh, ah bon? Il y a un peu ce côté. Ou alors quand tu es à Montpellier, de dire ah, je viens de Paris. Oh, quoi? Vous avez fait tout ce chemin? Et les gens pensent que tu as fait un petit tour de 50 km tout autour. Donc, c'est assez. Donc, direct, ça engage la conversation en fait super facilement. Euh, et après, il y a aussi, oui, quand en fin de journée. En fait, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que dit Steven. Le vélo, c'est très abordable. Je pense que c'est un petit peu universel et plus ou moins tout le monde a déjà mis les pieds sur un vélo, que ce soit le petit tricycle quand on apprend à rouler quand on est enfant ou alors maintenant le vélo électrique. Enfin, euh, ça reste, euh, ça reste quelque chose d'universel et en plus en voyageant assez léger, les gens sont quand même assez curieux. Même, je me rends compte que en fait, en étant dans l'univers du bikepacking, tout le monde connaît les sacoches, tous les systèmes Ouais. d'allumettage et tout. Mais en fait, quand on voyage comme ça dans les petits villages en France, on se dit, waouh,
super bien organisé, tout est optimisé au millimètre près, tout rentre parfaitement. Et du coup, les gens sont aussi intrigués par un peu ce nouveau système de voyager à vélo à travers le backpacking. Donc, c'est assez sympa d'échanger autour de tout ça. Et peut-être justement sur le point de la logistique, alors je sais pas si on rentre trop dans le détail, mais bah, justement comme on avait échangé il y a peut-être, il y a bientôt un mois je pense, en fait ça m'avait, donné envie de me replonger un peu dans cet univers, donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur, YouTube d'un gars, qui s'appelle, je crois que sa chaîne c'est Cycling About. Si Ça me ça te dit parle, quelque c'est chose. un Australien, ouais, qui fait alors lui, c'est du bike touring, et il expliquait la différence, en fait, que je connaissais pas du tout jusqu'à il y a une semaine, entre le bike touring et le bike packing. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu es familière de cette différence? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux peut-être nous l'expliquer rapidement? Ouais. Du coup, en français, C'est ça se l'examen, traduit là. un peu par un peu la partie plutôt cyclotourisme et la partie plutôt bikepacking. Pour moi, la partie bikepacking, elle est plus dans l'optimisation et essayer de voyager avec le moins de choses possible, donc aussi moins de confort pour soit aller plus loin, plus vite, ou en tout cas porter moins de kilos. Après, je me rends compte de plus en plus finalement, suivant en fait le profil du voyage, à un moment donné, quand on part sur du long, on a quand même besoin de un peu plus de choses que partir une semaine. Enfin, Ouais, ou en tout cas un peu plus de confort. Enfin, j'en sais rien, mais par exemple, il y a plein de gens qui m'ont dit: «Ouais, tu parti avec quand même beaucoup de choses». D'autres: «Ouais, tu rien sur toi». Il y a un petit peu les 2 visions de toute façon qui sont toujours là. Hem Et c'est pas pareil, c'est vrai, de partir sur une semaine, et en plus du bikepacking, il y a aussi, est-ce que tu fais du bikepacking avec le bivouac, en bivy, en tente? Ou alors est-ce que tu dors à l'hôtel, en gîte, ou tu dors pas suivant ouais, ton épreuve? Enfin, tu as tellement de possibilités. Alors quand même, le cyclotourisme, c'est moi, je dirais déjà aussi le vélo est pas pareil. Enfin, quand on parle de cyclotourisme, c'est plutôt, bah, en fait, tu fais ça avec le vélo que tu as déjà, avec toi, qui est souvent soit en VTC, soit la randonneuse un peu typée en acier bien costaud qui va résister aux éléments, ou un peu style ouais, VTC aussi, VTT, un peu moins VTT, VTC plutôt. Et avec les deux grosses sacoches à l'arrière, parfois les ouais, deux, les je deux crois que c'est petites à ça, hein, l'avant. Ouais, c'est ouais, ça. le Et schéma du un coup, peu, le ouais. poids est réparti complètement différemment, pardon. Euh, Parce par que toi, exemple, ta sacoche, en fait, t'as pas les deux sacoches un peu typiques quand on pense à voyage à vélo. Peut-être, je pense que les gens, globalement, enfin, spontanément, pensent à, tu vois, les deux grosses sacoches ouais, derrière, les deux sacoches devant, de chaque côté de la roue. Le bike, ça serait plutôt du cyclotourisme. Le bikepacking, à l'inverse, c'est que tu as un vélo qui est un peu plus, tu me dis si je me trompe, hein, mais un peu plus type racing, c'est-à-dire des vélos faits pour aller un peu plus vite. Et du coup, tu n'as pas ces sacoches de chaque côté des roues, mais tu en as une derrière ta selle, ouais, la grosse sacoche, et une potentiellement au niveau du cadre à l'intérieur, c'est ça? ouais. Et peut-être sur le guidon devant, mais c'est tout. Exactement, ouais. Alors moi, tu vois, Ouais, quand donc j'avais tu fait mon portes gros carrément voyage, moins que. j'en avais quand même rajouté 2 petites. J'avais mis des cages de chaque côté de la fourche et j'avais Ok, rajouté des petites sacoches de, je sais plus, ça faisait 1 litre, non, 4 litres. Ouais, 4 litres avec des straps, ça avait très bien tenu. Donc du coup, quand même, tu vois, au final, je me rapprochais. En fait, c'était un peu un mix. Enfin, c'était quand même typé backpacking. Mais après, t'as plein de gens qui font un mix de backpacking et de petites sacoches ouais, aussi suivant la contenance. Euh, Après, il y a aussi un truc avec le bikepacking, c'est que, bon, c'est super à la mode et tout, mais c'est un coût énorme. Moi, je l'ai vu quand j'ai préparé mon dernier voyage enfin, le premier, pardon, et que quand j'ai vu le coût des sacoches, rien que ça, je me suis dit, waouh, ok. C'est en tu l'as en tête plus, encore? ouais, bah, c'était environ, c'est 100 euros minimum par sacoche, quoi. Enfin, si tu fais des Ah oui, sacoches ouais, étanches, assez durables, enfin, en tout cas, moi, j'avais choisi un modèle en particulier qui collait aussi avec la taille du vélo, qui est un peu plus petit. Enfin, en tout cas, moi, qui était une taille 50, donc assez plus petit pour les filles. Euh, Très vite, le coût augmente, sans compter ensuite que pour tout faire rentrer dans les sacoches, il faut quand même avoir du matériel assez compact et assez léger. Et c'est là, en et fait, je pense que généralement, ça, c'est cher. et ça, c'est cher, voilà. Et je pense que c'est là que la différence avec le cyclotourisme, elle se fait, parce qu'en fait, finalement, je suis sûre que si quelqu'un pouvait s'acheter un sac de couchage qui fasse, je sais pas, 300 grammes, au lieu du sac de couchage synthétique qui est énorme, que tu dois faire rentrer dans ta sacoche, bah, finalement, le backpacking, je pense qu'il y a plein de gens qui se tourneraient vers ça, mais
Mais du coup, je pense que le cyclotourisme est peut-être plus abordable au grand public, tu vois, en général. Et c'est aussi l'image qu'on a un peu plus en tête quand on parle de voyage à vélo. Mais d'ailleurs, tu vois, moi, sur le chemin, j'ai été hébergée par des gens qui voyageaient à vélo. Notamment une personne qui me disait, mais en fait, moi, le voyage à vélo, c'est mon confort. Bah, j'aime emmener ma petite chaise de camping dans ma sacoche et, euh, et, euh, ma petite cafetière pour faire mon petit café le matin. Et c'est mon confort. C'est comme ça que je voyage à vélo. Et j'ai pas envie de mettre le moins de sacoches et le moins de choses possibles dans mes sacoches. Donc, voilà. Et en fait, c'est ça qui est super chouette avec le voyage à vélo, c'est que finalement, chacun l'aborde à sa manière, en fonction de Ouais. ses envies, son niveau de confort, ses objectifs, son budget. Et finalement, en fait, c'est quand même plus ou moins abordable d'une certaine manière en fonction de ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, ouais. Ce que je trouve super, tu vois, puisqu'on parle du coût, bah voilà, faut aussi pas le. C'est un peu comme la dangerosité sur la route, tu vois. Ouais. Je pense que c'est super intéressant d'avoir un retour comme le tien, où on parle un peu de tous les aspects de ta pratique et pas juste les trucs super cool qu'on voit sur les réseaux. Mais le coût, c'est clair que ça en fait partie. Euh, Par curiosité, est-ce que tu te souviens à peu près de combien tu as dû, enfin du budget total, même si tu disais que tu as eu des bourses, etc. D'ailleurs, je serais curieux si on pouvait revenir là-dessus après. Ouais. Mais de combien t'as coûté ce voyage en Écosse? Euh, j'avais divisé le budget en fonction budget d'équipement, budget de transport et budget journalier. Ouais, Rien que le budget journalier, en fait, on s'en rend pas compte, mais quand on part 2 mois, enfin, au début, j'avais prévu 45 jours. Mais au final, bon, peu importe. Et j'avais prévu une moyenne de, je sais plus, je crois que c'était 15 euros par jour, ok. en comptant un C'est pas petit peu énorme, les hein. aléas, c'est ça. Donc, en fait, Ouais, si je sais pas, t'es malade, tu dois t'arrêter à une pharmacie. Ça arrivait des jours où t'es hébergé où je dépensais 3 euros et d'autres jours, je pouvais dépenser 30. Donc, bon, bref, j'avais fait un peu une sorte d'équilibre. Ça, j'ai bien respecté en France. Non, j'avais peut-être fait 17 euros. Bon, bref, entre 15 et 20. Sachant qu'en Angleterre, du coup, il y avait la conversion avec les livres, donc c'était un peu plus. En France, j'étais hébergée, donc ça s'équilibrait. Mais voilà, je sais plus, j'avais presque, pour 45 jours, j'avais déjà prévu 900 euros de. Je sais pas si ça ouais, paraît logique, 900 euros de budget journalier. Donc déjà, bon, j'avais bossé l'été d'avant, j'avais un job d'été, j'avais mis des sous de côté. Mais à côté de ça, je savais que pour acheter donc le gravel, les sacoches et le matériel, fallait donc soit que je réunisse une somme d'argent pas possible, soit que je trouve des partenaires. Donc j'ai fait un peu un mélange des deux. J'ai fait une campagne de crowdfunding où bon, un peu les amis et la famille ont mis quelques sous là-dessus. Et après, bah, les gens aujourd'hui, ils me voient avec tous les sponsors, les vélos, voilà, j'ai les sponsors vélo, tout ça. Mais en fait, moi, j'ai commencé comme tout le monde, où en fait, j'ai galéré pendant 4 mois à envoyer des mails sans jamais avoir aucune réponse. Euh, et à me dire comment je vais faire pour réunir tout le matériel, où tout est arrivé style 2 semaines avant le départ, où j'ai eu le temps de faire une nuit en bivouac avec une copine, et après, je suis partie en me disant, bon, au pire, je traverse la France, j'enverrai par la poste des choses si ça marche pas. Mais du coup, il y a eu cet énorme travail de préparation et de recherche de partenaires où je savais pas du tout comment ça fonctionnait et je suis partie de zéro. Et c'est un boulot assez monstrueux où là, j'ai été en cours en Zoom, donc ça a pas mal aidé d'avoir du temps pour ça. Et finalement, en fait, moi, ce qui a marché, c'est du coup de collaborer avec le blog Experience Outdoor, ouais, qui en fait, ce blog, lui, enfin, la personne qui gère, en fait, de son côté, il a des demandes de tests de matériel où des marques vont lui envoyer, bah voilà, j'ai besoin de faire tester un sac de rando ou un sac de couchage. Et du coup, moi, en échange, bah, ça me permet d'avoir ce matériel, euh, de le garder souvent à la fin de l'expédition et du coup d'écrire l'article test. Donc en fait, j'avais une monnaie d'échange enfin pour les marques. Parce qu'en fait, sinon, on arrive et c'est bien beau de dire je vais faire une petite conférence par-ci ou je vais mettre 3 posts Insta si on n'a pas de communauté. En fait, pour les marques, ça, euh, disons que c'est pas assez pour elles pour te dire bah ouais. oui, tu vas passer au-dessus de tel autre profil. Et par contre, le blog, bah, c'est quelque chose qui reste, qui s'inscrit dans le temps, parce que c'est une adresse URL, et du coup, bah, voilà, et si on tape la preuve, voilà, tu vas taper chercher une lampe
faite en France. L'article a été écrit il y a des mois, bah, tu as pu trouver et peut-être que tu l'as acheté aussi bah, en partie grâce à l'article. Enfin, tu vois. Et, Ouais. et ça, en plus, ce qui est génial, c'est que c'est accessible à tout le monde. Moi, vraiment, je suis arrivée en demandant, en envoyant un mail à ce blog en disant, bah voilà, j'ai ce projet, est-ce que vous êtes prêt à m'aider? Et en fait, lui, ça lui a super plu l'idée de mon projet du voyage à vélo. Et, euh, et donc, bah, c'est un échange mutuel aussi voilà, et on m'aide à trouver du matériel et en échange, j'écris des articles sur le blog qui sont quand même assez conséquents. Enfin, c'est 1000 mots, c'est du travail aussi au retour de voyage à faire, mais en tout cas, qui vaut largement le coup. Mais ça m'a permis d'avoir du super matériel que j'aurais jamais pu me payer toute seule, quoi. Ça, c'est vraiment le bon plan, hein. Je t'en avais parlé, je crois, en off quand on avait échangé la première fois. Mais c'est aussi quelque chose que je fais depuis plus de 10 ans, ouais, 15 ans bientôt, je pense. Ok, Plus pour du matos trekking sur trekking, ok. e-trekking, tu vois. Ouais. Mais ils ont aussi, je sais que Grégory, le fondateur, cherche aussi régulièrement des gens pour tester du matos vélo, puisqu'en fait, e-trekking, c'est de l'itinérance non motorisée. C'est un peu Ok. tu vois, la cible du site. Donc ouais, ça c'est carrément le bon plan parce que c'est vrai que sinon quand on contacte des marques seules, enfin pour l'avoir fait comme toi avant, il y a tellement de demandes en fait que Ouais. puis on Puis en a fait, souvent, on trouve généralement pas les tellement peu bons à offrir. contacts. Ouais. Ouais aussi ouais. Tu vois là récemment pour le podcast, il y a un nouveau sponsor qui arrive qui s'appelle Mulbar. Peut-être que tu connais, ils font des barres énergétiques. Et en Ouais. fait, il m'expliquait qu'il a entre 3 et 5 demandes de partenariat par jour. Waouh. Et il est tout seul pour gérer la marque en France, tu vois. Donc, Mais c'est enfin, c'est impossible, juste énorme. ça passe à la trappe, quoi. Ouais, Exactement. totalement. Bah, alors, surtout, moi, la plupart, j'ai jamais eu de réponse. Enfin... Ouais. Puis en Et ouais. fait maintenant que je comprends un peu mieux cet écosystème, je me rends compte que je contactais pas du tout les bonnes personnes, quoi. Ou en tout cas que j'espérais en mettant quelque chose dans le formulaire de contact du site qu'un jour j'obtienne une réponse. Enfin, non. Ouais. Ça aurait été plus vite, ça serait allé plus vite par d'autres moyens, mais bon, en fait, c'est En ça tout cas, aussi c'est intéressant. l'apprentissage. Tu vois, quand je repense Ouais. à ce projet de voyage, il y a le voyage, l'avoir fait, la réalisation, mais derrière, il y a toute cette préparation et en fait, qui m'a appris beaucoup de choses et aujourd'hui qui me sert encore. Et même quand je postule à des stages, bah voilà, c'est des compétences que, bah voilà, en fait, monter un projet de A à Z, qu'il aboutisse comme on l'avait prévu ou pas, c'est un super bel apprentissage, quoi. Et rien que pour ça, C'est clair. ça valait le coup de le faire, quoi. C'est clair. Et je trouve que c'est un super message, tu vois, que tu aies fait ça finalement assez jeune, puisque t'avais quel âge? T'avais 19 ans quand tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, j'imagine avec des moyens, enfin voilà, d'une personne de 19 ans et que tu as réussi à trouver les astuces, les hacks pour te faire ce voyage, mais voilà, sans avoir nécessairement besoin de dépenser des fortunes en te débrouillant en fait. Donc ça, c'est top. Et peut-être pour finir sur cette partie, tu as mentionné une bourse de voyage. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus parce que je crois que j'en ai jamais entendu parler et ça m'intrigue beaucoup. Ouais, alors c'est une bourse de voyage qui s'appelle Zelidja, qui existe depuis, je pense, 1960. Enfin, c'est quand même assez vieux. Ah ouais, Et c'est une bourse de voyage pour les jeunes de 16 à 20 ans qui mince. finance à hauteur, je crois, jusqu'à 900 € le premier voyage. Il faut partir un mois minimum, tout seul, et avoir un sujet d'étude libre, au choix. Donc moi, j'aimais la photographie, j'avais envie d'aller en Écosse, j'avais envie d'aller dans ces îles. Bah, je me suis dit, juste, je vais découvrir la vie insulaire. Ça me laisse assez libre de, une fois sur place, bah voilà, aller vers les gens, tout ça. Et mais il y a d'autres personnes qui, je sais pas, étaient passionnées plutôt de peinture, d'art, d'autres de cuisine. Il y a quelqu'un qui est parti aussi avec son violoncelle, jouer du violoncelle Ok, et découvrir l'histoire du violoncelle en Europe. Personnes qui ont découvert la cuisine mexicaine. Quelqu'un d'autre qui a passé un mois avec des bergers dans les Pyrénées. Il y a voilà, c'est juste en fait se dire, bah, en fait, de donner l'opportunité aux jeunes de partir un mois seuls et d'explorer leur, leurs envies. Et en fait, il n'y a que des trop chouettes bien. histoires. Et c'est une association du coup qui continue de se développer au fur et à mesure des années. C'est génial. Il y a environ, je sais pas, peut-être 120
120 bourses qui sont attribuées par an. Et en fait, il y a des antennes dans chaque région en France. Et ensuite, on peut, si le premier voyage est validé, on a le droit de repostuler pour un deuxième voyage. Ok. Pareil, d'obtenir une deuxième bourse sur un autre sujet. Du coup, moi, j'ai pas fait parce que je pars en stage là cet été, donc c'était trop compliqué. Et puis j'avais d'autres projets, mais c'est une super expérience pour de 16 à 20 ans du coup. Top. Bah écoute, je mettrai le lien en description de l'épisode. Zelidja. Ouais, Z-E-2-L-I-D-J-A. Et exactement. effectivement, 16 à 20 ans. Non, franchement, génial. Excellent. Donc Alors voilà. peut-être pour... je regarde l'heure, je vois que ça file, mais pour rebasculer peut-être sur ta pratique de façon générale, aujourd'hui, tu te concentres sur quoi? Est-ce que tu prépares de nouveaux gros projets du type Montpellier-l'Écosse? Est-ce que tu as envie de tester un petit peu plus la partie compétition? C'est quoi les objectifs d'Angèle pour les mois et les années à venir? Alors là, à court terme, c'est du coup la Race Across France qui fait 310 km. Alors, faut dire que j'ai suivi aucun plan d'entraînement et que je fais beaucoup de choses au feeling. En fait, je sais pas, je me dis, voilà, j'ai 20 ans, je fais mes études. Le vélo, en fait, j'adore ce côté vélo plaisir. À côté, bah, bien sûr, c'est se surpasser, aller un petit peu jusqu'au bout. Mais en fait, je sais pas, j'avais pas envie de m'enfermer en me mettant trop la pression d'une idée de performance et que j'en suis encore à mes débuts et que j'ai envie d'y aller petit à petit, doucement, parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui se sont dégoûtées en fait d'y aller à fond en étant jeune aussi. Et qu'en fait, j'ai toujours tout fait au feeling, tu vois, que ce soit mon voyage, découvrir le gravel, tout ça, et ça a toujours plutôt bien marché. On verra si j'arrive dans les temps pour la RAF ou si j'ai passé un peu trop de temps aux pauses ravito, je sais pas. Enfin bref, mais du coup là cette année honnêtement pour moi c'était juste s'adapter aussi à vivre à Paris, aux études, à essayer d'allier à la fois bah voilà le vélo qui est quand même très chronophage avec tout ça et de Ouais. garder ce truc de juste d'aller explorer de nouveaux endroits quand je pouvais, quand j'avais le temps, sans me mettre la pression. Euh, mais ce qui n'empêche pas qu'à côté, voilà, j'ai des défis comme, bah voilà, même le Paris-Montpellier, c'était quand même 850 km en une semaine. Ouais. Voilà, j'avais pas prévu d'entraînement par palier pour me dire, c'est bon, je vais faire toute cette distance en une semaine. Finalement, ça s'est super bien passé parce que je l'ai pris. En fait, je l'ai abordé d'une manière, bon, oui, je pense, une bonne condition physique, c'est sûr, mais je l'ai abordé d'une manière vraiment voyage tranquille, quoi. Et Ouais. sans Ouais. me dire, je fais tant de moyenne, je m'arrête 30 minutes, pas plus. Et je pense que c'est ce qui me permet en fait de durer et d'être donc du coup beaucoup plus sur la partie endurance. Euh, Après, là, j'avais commencé un peu le triathlon. C'est un truc que j'ai un peu lâché parce que j'avais pas le temps cette année avec les études. Là, j'espère avoir un peu plus de temps. Et parce que je m'étais entraînée avec le Covid, j'avais pas pu faire mes premiers triathlons. Donc j'aimerais bien quand même arriver à faire un jour un petit triathlon, voir si ça me plaît. Donc je pense que là, l'année qui va arriver, ça sera peut-être un peu plus carré. Ouais. Mais bon, après, je reste aussi qui je suis et c'est cool juste de partir en week-end, faire du vélo, faire la trace. Le Paris-Montpellier, j'ai fait la trace 2 jours avant. J'arrivais pas à m'y mettre, en fait, je Ah sais pas. ouais. J'étais super motivée pour le faire. J'arrivais pas à me poser, à me dire, bon, allez, essaie de tout faire rentrer dans les sacoches, remets-toi, mets-toi sur Komoot, fais ton itinéraire. J'arrivais pas à le faire. Par contre, une fois que j'étais sur Komoot, que je faisais tout mon itinéraire, j'ai sauté de joie, j'étais trop hâte, je pars dans 2 jours, c'est génial. Du coup, voilà, j'ai tendance aussi à faire un peu les choses un peu instinctivement et au feeling. Donc, pour l'instant, je change pas de fonctionnement. On va voir Hmm. le résultat de tout ça. J'ai l'étape du Tour aussi en juillet. Je sais pas si tu connais, c'est une des grosses cyclosportifs, enfin courses, ouais, euh, amateurs, enfin cyclosportifs vraiment. Il y a, je crois, 14 000 participants. En fait, ça Ok. reprend une étape du Tour de France, quelques Ok. jours avant. Donc là, c'est Briançon, Alpe d'Huez, donc voilà, avec 3 gros cols. On va voir. Classique. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment je pense aussi c'est ce que les gens aiment bien suivre aussi, notamment sur mon compte Insta, c'est ce côté
pas de prise de tête, quoi. Enfin, en fait, je cherche Oui, pas à montrer que la performance ou quoi. Mais c'est vrai qu'à côté, oui, voilà, je suis capable d'enchaîner les kilomètres, mais je garde ce truc de plaisir et de découverte et d'échange, de partage, qui pour moi, en fait, enfin, j'aimerais pas le vélo s'il y avait pas ça, quoi. ouais, c'est un peu l'essence de ce qui fait que tu as accroché. Ouais. Excellent. Alors pour finir peut-être sur une question un peu plus perso, tu vois, développement personnel pour le coup. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que toute cette pratique t'a apporté en fait? En quoi est-ce que la Angèle d'aujourd'hui est différente de la Angèle d'il y a quelques années qui s'était pas encore lancée sur des périples aussi longs et une pratique aussi intense, ouais, on peut dire intense, je pense, du vélo. Je pense que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, en fait, premièrement. Parce que de te enfin, de me dire du coup, bah, finalement regarde, bon de un tu as fait tous ces kilomètres où il y a la confiance plutôt dans les capacités physiques. Mais finalement Ouais. quand j'ai fait tout mon projet, j'ai dû me confronter un peu au monde professionnel, à toutes ces marques, et à aussi imposer, un peu savoir me, vendre mon projet et dire: «Bah, voilà, je veux faire ça et je vais le faire et faites-moi confiance», envoyer les mails, bah, aussi faire face aux échecs, aux absences de réponse, alors que j'étais quelqu'un qui avait super peur d'envoyer un mail à un prof, quoi. Enfin, par contre, à l'oral, j'ai toujours été à l'aise, mais j'avais un peu un truc, un blocage ouais, de mail et d'appels téléphoniques. Je détestais ça. Alors ça, c'est bon, c'est totalement passé. Mais outre, en fait, même on parle beaucoup de tout ce qui est un peu, c'est la mode, enfin, c'est la mode, enfin, tout ce qui est body positivity et la confiance en soi. En fait, moi, je trouve que le passer par le sport dans l'optique de se dire, en fait, mon corps me permet Hmm. de faire tous ces kilomètres, ou en tout cas voilà, de découvrir ce nouveau paysage, enfin, c'est génial en fait. Et du coup, j'ai aussi complètement, en ayant fait ce voyage, en fait, pendant 2 mois où tu apprends à, en fait, tu te regardes jamais dans un miroir, tu rencontres plein de nouvelles personnes, c'est trop bien. Tu te déconnectes aussi d'un peu le regard des autres et de se dire il faut toujours répondre aux attentes, etc. Moi, je voyais tous mes amis de Sciences Po qui faisaient des super stages dans des ministères, dans plein de trucs. Et moi, à côté de ça, j'étais en train de bivouaquer, de pas me doucher pendant des jours d'affilée. Enfin, c'est complètement à l'opposé. Et en fait, maintenant, avec les retours que j'ai de tout ça, c'est qu'en fait, c'est un peu ces expériences qui sortent de l'ordinaire Ouais. qui permettent aussi de, bon, il y a tout le développement personnel mais qui permettent aussi de se démarquer et en fait de prendre confiance en soi et se dire, bah, voilà, je suis quelqu'un d'unique, j'ai fait ça de mon côté et, euh, et par exemple, tu vois, aujourd'hui, bah, j'ai eu un stage aussi, je pense aussi grâce à cette expérience-là. Et ça m'a du coup aussi beaucoup donné confiance en moi en me disant, bah voilà, tu es qui tu es, t'as pas besoin de te mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Voilà, tu aimes faire du vélo, tu vis ta passion, tu la partages, c'est génial. Euh, et donc ouais, la confiance en soi et aussi, euh, euh, je pense, l'envie, tu vois, de voyager en France, de me dire, il y a tellement de beaux coins qu'on a en France. Enfin là, tu vois, j'ai traversé la France, je me dis, waouh, c'est trop bien, j'ai trop envie de retourner dans ce coin-là. Oh, ce coin-là aussi, trop cool. Et en fait, des fois, bah, ça me fait un peu mal au cœur, les gens qui se disent, bah, j'ai allé au bout du monde, et en fait, qui connaissent Ouais. même pas tout ce qu'on a en France, alors qu'en fait, il y a une diversité. Je pense que c'est un des pays les plus incroyables pour ça. Une diversité hallucinante de paysages et de reliefs et de culture aussi. Enfin, voilà, moi, je la vis à travers, j'adore le fromage. C'est trop bien de traverser la France au bout de tous les fromages qu'il y a en France. Enfin, bref, non, mais tu vois, c'est ça en fait qui est génial avec le voyage à vélo et qui moi, c'est ce que je kiffe, quoi. C'est me dire, je vais dans un endroit, bah, je prends le temps, je goûte les spécialités locales, je m'arrête dans un marché local. Euh, bref, il y a tout ça. Ouais, je suis Donc, d'accord avec toi, tu vois, sur voyager à vélo. Ouais, c'est clair. Mais surtout, ouais, il y a déjà tellement de choses à voir en France. Mais ça, je pense qu'il faut que tu aies voyagé ailleurs pour te rendre compte, ou en tout cas que tu aies fait comme toi plein de micro-aventures, des traversées de la France pour vraiment le réaliser.
Ok, en tout cas, super intéressant d'avoir Ouais. ton point de vue, tu vois, ton retour sur ce que t'as apporté tout ça. Mais La même, tu vois, confiance en soi. un dernier truc, enfin, c'est vrai que donc, du coup, moi, Ouais, j'ai fait vraiment c'est un gros voyage ce qui est pas forcément abordable aussi pour les gens qui bossent parce que bah, c'est quand même 2 mois, c'est compliqué de poser 2 mois. Mais en fait, je ouais, me suis rendu compte, tu vois, là, en habitant à Paris, en allant de temps en temps, un week-end par-ci, un week-end par-là, en fait, en l'espace de 2 jours, tu as déjà le temps d'apprécier et de partir à l'aventure. Et je pense qu'en plus, enfin, il y a plein d'autres médias et d'autres plateformes qui aussi essayent de, de partager en fait cette vision-là, qu'en fait tu peux faire une micro-aventure et être dépaysé et découvrir quelque chose. Et je suis totalement d'accord avec. Donc c'est vrai que il n'y a pas besoin de faire 10 jours ou une semaine entière de voyage à vélo. En fait, juste ouais. un week-end, même avec de la location de matériel ou même il y a plein de plateformes maintenant qui sont en train de se créer, des marketplaces de seconde main, de matériel de outdoor. Je pense que c'est totalement en phase avec ces nouvelles manières de voyager et de partir à l'aventure. Je pense qu'ils vont se développer encore plus dans les années à suivre, quoi. C'est clair. 100% d'accord. Et d'ailleurs, sur le sujet de la micro-aventure, s'il y en a que ça intéresse, ou peut-être même pour toi, d'ailleurs, Angèle, j'avais fait un épisode avec Chloé Dardelé, qui est un peu la spécialiste de la micro-aventure, qui a un Ok, site et trop puis bien. qui a une belle communauté sur Insta. Et qui, franchement, j'ai eu plein de messages après l'épisode de gens qui me disaient, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à prendre mon sac à dos et aller camper, tu vois, ou faire nuit à la belle étoile à côté de chez moi, alors que je pourrais et que ce serait déjà sans doute un truc qui me ferait sortir de ma zone de confort. Ouais. Donc je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense qu'on... C'est facile de se trouver des excuses et moi le premier, tu vois, sur ah mais non mais j'ai pas le temps ou il va pleuvoir ou tu vois je suis fatigué, mais en fait c'est juste génial enfin, les bénéfices quand on ose se lancer comme ça et finalement on investit relativement peu de temps pour des beaux souvenirs, c'est juste top. Donc Ouais. excellent. Eh ben écoute, Entièrement d'accord. on arrive à la fin. Franchement, moi je voulais te dire un grand merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Je pense que tu vois, après cette conversation, voilà, je me suis rapproché. J'ai fait un pas de plus en direction, tu vois, un jour du bikepacking. Donc merci à toi pour ça. Très cool. Et puis, bah écoute, je te souhaite. La RAF, c'est dans combien de temps, tu disais? C'est dans 15 jours. 15 jours. Waouh. Ou Ok, ok. ouais, 15 jours. 15 jours. Ok, bah écoute, je vais faire en sorte que l'épisode soit sorti d'ici là. Bon. Et puis bah, je te souhaite tout le meilleur pour la fin de ta préparation. Et puis tu nous diras comment s'est passé la RAF alors. Ouais, carrément. Bah, merci Loïc de m'avoir invité sur ton podcast. C'est toujours un plaisir de partager un peu voilà, mon expérience, mais surtout aussi ma vision un petit peu du vélo et du voyage à vélo et de tout ce que ça peut apporter de positif et de bien. Donc merci beaucoup et bonne continuation à toi. Merci Angèle, à bientôt. À bientôt.